Bonjour à tous et bienvenue sur le Décapsule Podcast. Your monthly discovery capsule of creativity. En réalité, bienvenue pour ce premier épisode en tant que tel. Alors peut-être que vous nous découvrez. Si c'est le cas, vous pouvez écouter également l'épisode d'introduction qui vous expliquera le pourquoi du comment de ce podcast en plus longuement. Mais brièvement, l'objectif du podcast, c'est d'interroger, de discuter avec des personnes passionnées qui vont nous partager leur passion, leur hobby, leur art, leur artisanat, leur savoir-faire. Enfin bref, tout ce qui leur fait du bien aujourd'hui dans leur quotidien, dans l'idée de stimuler notre créativité et le fait notre curiosité à découvrir de nouvelles passions. Alors, l'objectif, c'est évidemment un développement personnel, parce que ça va nous faire du bien au quotidien de nous exprimer à travers ces différentes formes d'art, d'artisanat ou autres. Et surtout, le fait de l'entendre, de parler de personnes qui sont elles-mêmes passionnées, ça va peut-être nous aider à passer le cap, de comprendre pourquoi c'est si passionnant et peut-être de découvrir de nouvelles choses. Et ça surtout dans une ambiance, vous l'avez compris, une ambiance joviale, détendue, pour présenter ce podcast. Alors, pour ce premier épisode, je suis très très content parce que j'ai une invitée qui va discuter avec nous et j'ai hâte vraiment d'avoir cette discussion parce que ça va donner vraiment les fondements et les bases du podcast parce qu'elle est psychologue et donc on va pouvoir lui poser des questions un petit peu en relation avec justement la créativité, la curiosité, etc. et quel effet ça peut avoir sur le mental. Et on commence directement. Eh bien, bonjour Judith Kerasker-Ferrer. Merci beaucoup d'avoir accepté la discussion du coup pour le podcast. Alors, mais je suis ici donc super content de vous avoir parce que vous êtes psychologue de métier. Alors, je vais faire un petit tour de votre parcours. Bon, vous me corrigez si c'est pas juste, mais j'ai fait mes petites recherches. Donc, vous êtes licencié en psychologie à l'université de Barcelone, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ok, nickel. Et vous avez fait un master en psychologie clinique et une formation de 3 ans en psychothérapie cognitive et comportementale à l'université libre de Bruxelles. C'est ça. Exactement. Et vous avez notamment travaillé au CHU de Bruckmann, et maintenant, vous êtes coordinatrice, ou en tout cas, vous êtes membre de l'équipe du centre du burn-out de Bruxelles. Tout à fait. Exactement. Wow, ok. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup. Je suis très, très content de vous avoir aujourd'hui pour la discussion parce que on entend énormément, actuellement, on entend beaucoup parler du burn-out, du surmenage, que ce soit même aux informations, mais aussi dans notre entourage. Est-ce qu'il y a une réelle augmentation ou finalement on met plus le projecteur sur ces cas-là maintenant et on a plus facile à s'exprimer quand on est en burn-out ou en surmenage actuellement? Tout à fait. Donc, pour être honnête, je pense qu'il y a un peu des deux. Donc, d'une part, donc c'est vrai qu'effectivement, donc on est dans des sociétés qui poussent de plus en plus, je vais dire, en termes de productivité. Donc, il y a des sous-effectifs, il y a des restrictions budgétaires, donc des choses qui fait que, en fait, il y a beaucoup plus à produire, bon, en termes de production, mais on se comprend même dans d'autres secteurs, mais quelque chose où en effet donc il y a beaucoup plus en fait donc à produire que les ressources qu'on a en fait comme personnel donc pour pouvoir mener à bien. Donc il y a un surménage, je veux dire, donc qui est lié en fait donc au cadre de travail donc actuel la dernière décennie, mais aussi en fait donc il y a un effet qu'on vous dites par le fait que maintenant on ose un peu plus en parler, donc du coup en fait les focus est un peu plus là-dessus et donc du coup les gens n'hésitent pas en fait à faire part en fait de leurs difficultés donc au travail, c'est un peu plus accepté, même si ça ne veut pas dire que les gens qui subissent un burn-out donc ont facile maintenant à en parler, donc bien sûr c'est vraiment pas pas. non plus ça. Mais en tout cas, voilà, donc c'est plus facile pour eux, je vais dire, de se diriger vers des psychologues, des spécialistes, les conseillers en prévention, donc pour les risques psychosociaux du bien-être au travail, donc de pouvoir faire partie effectivement de l'entourage en termes de prévention. Bon, bref, donc des choses qui font que d'une part, en fait, donc on est plus sensible à la problématique du burn-out qui fait que alors les gens osent plus en parler, aussi on peut les remarquer plus, et d'autre part, en fait, que c'est ça, que les sociétés, en fait, donc ont eux cette tendance, en fait, depuis les dernières années, à exploiter un peu plus, je veux dire, en termes de moins de ressources, plus des restrictions, mais en augmentant, en fait, la demande des résultats.
Ouais, c'est sûr que ça, le changement aussi du système avec toutes les technologies, Oui, ça implique aussi une demande de surproduction qui peut mettre un peu plus à mal aussi, chaque personne. Et aujourd'hui, moi, bon, forcément, un des raisons du podcast aussi, c'est que, bon, voilà, j'ai la trentaine, j'ai un mmh, enfant, et donc ça suscite beaucoup de questions, de remise en question d'avoir un enfant parce que, on le voit à travers un être qui se développe, qu'on oui, influence finalement de par notre éducation. Et donc, ça pousse à plein de questions. Et quand je faisais mes recherches sur justement l'éducation des enfants et comment faire au mieux, on montre l'importance dès le début d'apprendre et d'évoluer à travers le jeu. Parce qu'en fait, finalement, les enfants, c'est oui, vrai, ils apprennent une grosse partie de leur enseignement provient des sessions de jeu dans lesquelles ils vont tout à fait. apprendre à interagir socialement ou même à manipuler des choses ou interagir avec les humains, que ce soit dans le bricolage, peinture, sport, cuisine, musique, etc. Donc, on va Tout à fait. encourager ça chez l'enfant. Mais est-ce que, en tant qu'adulte, je me posais la question, est-ce qu'en tant qu'adulte, c'est également important? On sait que pour la santé physique, c'est important de faire du Mmh. sport, etc. Oui, Mais est-ce que pour la santé mentale, c'est également important d'avoir une pratique, une activité créative et divertissante finalement? tout à fait. Mais écoutez, c'est une très bonne question, parce que comment je formule ça? Alors, donc c'est vrai qu'il y a aussi différentes personnalités et des gens qui Mm. sont plus attirés, en fait, vers des activités ludiques et créatives, des autres qui les sont un peu moins, qui sont plus, je veux dire, allez, qui suivent plutôt, je veux dire, un courant plus rationnel, plus dans les Ok, études. Donc, il y a des gens qui sont un peu ok, plus carré rationnel, voilà, et d'autres qui sont un peu d'accord. plus créatifs, voilà, et c'est quelque chose, je veux dire, en lien avec la personnalité. Ceci dit, c'est quand même dans les cas des personnes, en fait, qui peuvent avoir une tendance plus au rationnel, entre guillemets, on recommande quand même effectivement des activités, disons créatif, disons, ça peut être aussi, je vais dire, manuel, disons, des activités en fait qui permettent un espèce de lâcher prise mentale. En Ok. fait, donc, une des raisons principales, là, on parlait du burn-out tout à l'heure, mais quand on parle Mm. effectivement du stress de manière générale, en fait, qu'on peut éprouver, je veux dire, dans son quotidien, soit à cause du travail, soit à cause de la parentalité, les enfants, donc la gestion du C'est vrai que quotidien, voilà. Donc, ça occasionne beaucoup de stress voilà. positif, mais quand même. Exactement, exactement. Donc du coup, voilà, on peut être soumis, en fait, je vais dire, au stress négatif, même pour des raisons positives, mais voilà, mais des choses Mm. qui peuvent malheureusement expliquer aussi qu'on est beaucoup dans son mental. Et d'ailleurs, par rapport aux parents, on parle beaucoup de la charge mentale, hein, Ouais. donc ces derniers temps, comme quelque chose où, en fait, on est tout le temps en train de planifier, réfléchir. Donc c'est clair que toutes les activités qui puissent nous sortir, en fait, nous extirper un tout petit peu de notre tête, en fait, elles vont être toujours bienvenues. Donc c'est important, bien sûr, de réfléchir et de stimuler, en fait, l'intellectuel, donc via lire des livres, regarder des Ouais. documentaires, donc c'est type des musées, ce sont des activités, en fait, donc importantes à faire. Mhm. Malheureusement, actuellement, comme en fait le cerveau est tellement en surplus de fonctionnement par soit les écrans, c'est un autre sujet, mais soit effectivement par les stress, que donc du coup on est tout le temps en train en fait de réfléchir et surréfléchir, c'est le problème. C'est que donc du coup effectivement ces types d'activités vont être vraiment recommandés. Alors là, ça va dépendre effectivement de toute personne, comme je vous disais, par rapport à la personnalité. Est-ce Ouais, qu'il bien sûr. s'agit plus de quelque chose artistique, la peinture, est-ce que ça va être quelque chose de la musique? Est-ce que ça va être quelque chose de la cuisine, les tricots? Donc ça va être quelque chose qui dépend d'une personne à l'autre, mais en tout cas, quelque chose qui puisse nous reconnecter en fait au manuel, c'est une Mm. manière de pouvoir déconnecter en fait donc un peu plus de notre cerveau et pouvoir aussi faire les choses un peu en pleine conscience, donc de pouvoir en fait stopper ces rythmes frénétiques, donc des vies qu'on court à gauche et à droite. Donc dans ce sens-là, je vais dire, ce sont des activités effectivement hautement recommandées. Après, donc d'une personne à l'autre, on va voir s'il s'agit effectivement de quelque chose qui c'est plus en accord avec soi-même en termes de certains cuisines, d'autres plus effectivement artistiques, un tout petit peu plus créatifs, mais quelque chose que quand même effectivement, donc c'est tout à fait recommandé. Oui, parce que moi, personnellement, voilà, je peux parler de moi, c'est plus facile, mais par exemple, rien que le fait de parfois écouter de la musique ou quoi, ça peut me faire changer d'état émotionnel, de calmer, me mettre dans un état plus calme ou ce genre de choses-là. Donc, c'est ça justement que je voulais aussi vous demander. Exprimer les émotions, ben, on sait que c'est important. Et maintenant, quand on parle de ça, on entend souvent le langage ou l'écriture, hein, l'écriture d'un Mmh. carnet ou du courrier ou ce genre de choses-là.
Mais est-ce qu'il y a finalement moyen de partager ses émotions autrement que par l'écrit ou la parole? Tout à fait. Alors, il y a même, je veux dire, des formations. Donc, ce ne sont pas encore des formations officielles. Je m'explique un peu Mmh. là-dessus. Donc, en fait, en Belgique, donc, depuis Maggie Desblocs, donc, voilà, donc, il y a eu toute une régulation, en Mmh. fait, donc, du titre des psychothérapeutes, on va dire. OK. Et alors, officiellement, il y a que 3 courants, en fait, donc, qui sont, je veux dire, acceptés comme officiels pour pouvoir se dire effectivement psychothérapeute. Donc, OK. c'est la thérapie cognitive et comportementale, la OK. systémique et la psychanalyse. OK. Après, donc, non officiel, je veux dire en termes de statut, en termes de la santé, donc du ministère de la Santé, Ouais. il y a quand même d'autres formations dans d'autres courants psychothérapeutiques qui sont très utiles aussi. Malheureusement, c'est juste que, voilà, donc sont pas régulés, je veux dire, Ouais, comme OK. les autres courants. Et entre ces autres formations, donc, il y a l'art-thérapie, en fait. Donc, l'art-thérapie, c'est L'art-thérapie. ouais, c'est ça. Donc, OK. il y a des universités même, je veux dire, qui peuvent faire, après des ASBL ou d'autres associations, mais qui peuvent Mmh. effectivement donc, proposer des formations, en fait, en art-thérapie. Si je dis pas des bêtises, je pense que donc il y avait une régulée par l'université, c'était 2 ans, 1 an ou 2 ans. Mais en tout cas, voilà, donc il y a effectivement la possibilité, en fait, de pouvoir aider aux patients d'un point de vue, donc OK. psychothérapeutique via l'art, en effet. Et donc du coup, ça peut OK. être une expression donc, à travers la peinture, à travers de la musique. Donc, OK. c'est un moyen d'expression très important parce que, à nouveau, ça, c'est des différences individuelles, mais en fait, il y a des personnes qui peuvent être plus ou moins à l'aise dans l'expression de ces émotions, Mmh. des gens qui ne le sont pas du tout, mais qui donc du coup Ouais. alors, peut avoir différents blocages parce qu'ils n'ont jamais eu l'habitude, question d'éducation parentale, Ouais. peur liée au débordement émotionnel, peu Mmh. importe, chacun sa motivation derrière, pour ne pas le faire. Mais en tout cas, quelque chose qui explique qu'on peut certaines personnes avoir du mal à exprimer. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Que parfois, la parole ou, l'écriture un peu moins, mais la parole parfois c'est confrontant pour ces personnes et donc du coup vont avoir tendance à se renfermer en fait et ne OK, pas ouais. mais donc à pouvoir exprimer mais d'une manière un peu plus rationnelle, un peu comme effectivement si c'était un Mmh. récit, quelque chose qui est détaché affectivement OK. en fait. OK, OK. Tandis qu'à travers l'art, à travers la musique, à travers même parfois combien de gens qui disent: «Ah je regarde un film, je pleure et en fait dans mon Mmh. quotidien, je suis insensible» ou j'ai l'impression Mmh. effectivement donc que j'exprime pas donc en fait si vous voulez, en fait c'est comme une espèce de sublimation donc à travers en fait donc d'autres, types des moyens, en Mmh. fait, qui sont un peu moins frontales que le fait de devoir se dévoiler, en fait, par la parole. Les gens peuvent réussir, en fait, à donc du coup pouvoir exprimer plus émotionnellement. Donc dans la gestion émotionnelle, effectivement, tout ce qui sont les activités artistiques, créatives, la danse, ça peut être vraiment, en Mmh. fait, différents moyens, mais c'est quelque chose qui peut beaucoup aider, en fait, les gens aussi dans l'expression émotionnelle, tout à fait. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Même d'ailleurs les enfants, finalement, on regarde fort, par rapport aux dessins qu'ils vont faire, un petit peu dans quel Mmh. état émotionnel ils sont, par rapport aux environnements et cetera. Oui, OK. tout à fait. Et pourquoi, enfin, la question suivante, c'est parce que, parfois il y a des personnes j'ai déjà rencontré des personnes qui ont très, très envie de faire quelque chose, donc de la musique par exemple, de la guitare ou Mmh. je sais pas, n'importe quelle Oui. activité, mais bien un blocage. C'est: «Non mais Mmh moi c'est pas pour moi, je suis pas de ce type-là». mh. Est-ce qui qu'est-ce qui explique finalement ça? Parce qu'on peut avoir l'envie très forte, mais à la fois Oui, on se dit: «Non, c'est pas pour moi». c'est ça. Je pense qu'il y a alors, à nouveau, hein, donc il peut y avoir plusieurs raisons derrière pour chaque personne, donc c'est une raison ou c'est une autre. Mais de Mmh. manière générale, globale, moi je pense surtout à 2 choses. Donc l'une, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que si Mmh. on part un tout petit peu plutôt dans ces profils dont je vous parlais, plus rationnels, Mmh. plus effectivement dans les côtés, voilà, donc intellectuels et moins dans ces côtés ressentir, créatifs ou voilà, c'est quelque chose qui va, au début, leur paraître tout un monde en fait, donc très Mmh. compliqué à aborder. Donc Trop quelque chose de vaste. en fait, donc non, je ne sais pas comment m'y prendre. Donc cette notion Mmh. effectivement de pouvoir lâcher prise, donc ça veut dire quoi? Donc qu'est-ce que ça veut dire pas contrôler par sa pensée les choses? Donc
c'est une activité qui peut être très confrontante, en fait, donc pour ce type de personnes et que donc du coup, même s'ils sont désireux, qu'ils ressentent l'envie, qu'il y ait un certain blocage. Donc ça, je dirais, je pense que c'est un des premiers profils ou explications, en tout cas dans ma pratique, dans mon sens, qui, voilà, qui peut expliquer ça. Et après, donc, il y a toute l'anxiété des performances. Alors, si on Mmh. parle des personnes, soit qui représentent aussi ces profils-là, ou soit pas nécessairement, mais quand même, qui a une tendance au perfectionnisme, une crainte du jugement, donc la peur de l'échec. Donc, à ces moments-là, se confronter à ce type d'activités qu'en plus, à nouveau, sont des activités créatives et dont, a priori, on a peu de maîtrise, surtout au début, si on est dans une phase d'apprentissage, et à nouveau, et pouvoir lâcher, etc. C'est quelque chose que aussi va être un peu, donc, à cette difficulté à s'y mettre un peu comme Mmh. les écrivains, la peur de la feuille blanche, de la page blanche, voilà. Ouais, Donc, ouais, ouais. il peut avoir ces côtés anxiété de performance en termes de en fait, donc je ne vais pas y arriver et donc du coup, autant ne pas essayer dès le début, comme ça, je suis safe, ça ne me confronte pas. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est la réaction qu'on peut avoir enfin, c'est la voie de la facilité finalement de dire: «Bah, je le fais Mmh. pas dans le risque de ne pas le Oui. faire». Mais comment on pourrait inverser finalement cette tendance? Parce que ici, parfois, s'exprimer, même si, peut-être on va être confronté à des personnes qui vont pas aimer ce que l'on fait, mais dans l'ensemble, si on en retire un bénéfice pour nous, c'est quand même positif. Et donc, Mmh. comment finalement passer cette étape? Enfin, qu'est-ce qui pourrait nous aider à passer cette étape de ce frein mental, quelle que soit l'origine, hein, que ça soit dans notre Oui, personnalité ou finalement dans notre tout à fait, éducation ou qu'est-ce qui pourrait tout aider à à fait, booster ça, cette envie d'aller plus loin finalement et la motivation? tout à fait. Mais écoutez, ça, c'est ce qu'on appelle effectivement en psychothérapie, en tout cas, du moins dans l'orientation cognitive et comportementale, celle Mmh. dont je travaille. Donc, on parle des motivations au changement et donc du coup, Ah effectivement, ouais, donc OK. qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va évaluer effectivement, donc quelles sont en fait, si vous voulez, les raisons qui freinent en fait la personne, en fait, à pouvoir faire les pas. Donc ici, c'est anxiété performance Mmh. ou inconnu, voilà. Pour voir comment passer de ce qu'on appelle phase de pré-contemplation, contemplation, c'est-à-dire, ah, je voudrais, mais en fait, non, c'est pas pour moi, ou voilà. Mmh. Donc, comment passer effectivement, ok, j'y vais parce que je réalise en effet que les bienfaits de faire cette activité sont plus positifs que finalement les peurs que j'ai à la faire. Donc, pour pouvoir effectivement, je vais dire, décoincer et motiver la personne à le faire, c'est important qu'elle puisse réaliser, en fait, les avantages et les inconvénients. Donc, du coup, que cette activité lui procurerait en termes de crainte d'un côté, mais aussi les Mmh. bienfaits, pour qu'à un moment donné, on puisse basculer un tout petit peu, donc aider à la personne à voir, alors donc du coup, c'est bien fait sur le long terme, c'est difficile à pouvoir faire l'activité parce que c'est sur le long terme. Donc on ne les Ouais. voit pas encore. Tandis que les craintes, c'est quelque chose qui vous freine aujourd'hui, mais les craintes Ah sont ouais. c'est pas la réalité. Donc Mmh. même si alors du coup, c'est quelque chose qui est sur le court terme, c'est pour ça que ça nous tire un peu plus en Ça fait a plus vers, de poids en fait finalement. voilà, c'est parce qu'il y a plus de poids. Et donc, du coup, le but, c'est de pouvoir inverser cette tendance et de dire, OK, je sais que les bienfaits, c'est pour le long terme. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est difficile. Mais ce qui vous retient au court terme, c'est pas la réalité, ce sont des craintes que vous avez. Mais on n'est même Mmh. pas sûr. Sinon, du coup, effectivement, vous allez faire super nullement. Donc, tout le monde va vous rejeter parce que c'était catastrophe. Les voisins, en fait, vont jeter les pianos par la fenêtre. Donc, des choses où, effectivement, en fait, ça, jusqu'à maintenant, sont des craintes. On ne sait pas si c'est réel. Donc, de voir un peu comment, en fait, en montrant tout ça, on aide à décoincer ces blocages pour effectivement permettre à la personne d'y aller. Ça, c'est évidemment d'un point de vue thérapeutique, hein. Donc, pour les gens qui sont en psychothérapie, pour les Ouais. gens qui ne le sont pas, alors c'est Ouais. ouais, comment pouvoir effectivement donc ça a l'air partie compliquée parfois, mais bon, prendre conscience effectivement de ces éléments-là motivationnels pour pouvoir se Mmh. dire: «OK, en fait, comment réussir à pouvoir mettre de côté, en fait, donc toutes mes craintes pour profiter effectivement de cette bénéfice, en fait, de l'activité?» Si on n'arrive pas tout seul, c'est ça, donc en psychothérapie, c'est comme ça qu'on peut un Mmh. peu aider à décoincer. Après, donc, c'est aussi de voir peut-être, donc si on ne parle pas d'un point de vue thérapeutique, comment la personne peut voir aussi d'autres types de motivations plutôt extrinsèques, qu'on appelle, à Mmh. faire cette activité. C'est-à-dire plutôt qu'une motivation interne en termes de ah, ça va me faire du bien ou j'appréhende pour telle raison, échec ou voilà, c'est plutôt de voir au niveau externe. Ah, c'est chouette parce que donc du coup, j'invente, hein, si je joue la guitare, en fait, ma fille pourra chanter des chansons avec moi, donc du coup, ça va OK, lui faire OK. plaisir.
chouette. Donc, de voir si j'arrive pas par moi-même, et je sais que c'est quelque chose qui me ferait du bien, est-ce que j'arrive à trouver une excuse, entre guillemets, motivation externe pour pouvoir me faciliter la tâche? Un peu typique, comme on disait, ah oui, pour les salles de sport, si quelqu'un, en fait, vient donc avec nous, peut-être que ça nous Mmh. motive un peu plus. Ou... Bref, donc, c'est de voir, ça c'est serait un peu d'un point de vue non thérapeutique, peut-être pour voir si ça facilite le fait de décoincer. Mais voilà, en tout cas, voilà, il y a voie thérapeutique, voie pas thérapeutique, donc un peu les choses auxquelles je penserais pour décoincer un peu la chose. Ouais, bah, ça va être un peu l'objectif du podcast, c'est de par l'écoute finalement, donc c'est passif, mais d'avoir les discussions avec des personnes qui ont déjà Oui, cette passion et qui vont pouvoir essayer de la transmettre ou transmettre peut-être les difficultés qu'elles ont eues. Mais en fait, ouais, finalement, enlever une partie de l'inconnu qui peut, bah, quand on connaît pas, finalement, on a souvent peur, hein. OK, exactement. ça c'est intéressant. Mais on voit beaucoup de loisirs aujourd'hui et moi je voyais pour ma fille, beh, notamment de nouveau dans les recherches que je faisais, on parle fort de, la distinction entre les loisirs passifs et les loisirs, beh, créatifs, Mmh. en opposition justement qui eux vont stimuler la créativité, finalement imagination, développement relationnel quand c'est de l'interaction avec les différentes personnes. Heu, Finalement, même en tant qu'adulte, quel rôle vont avoir, enfin, selon vous, quel rôle ont les technologies actuelles, finalement, tous ces divertissements ou ces passions, hein, on pourrait parler ça de passions, plus passives, est-ce qu'elle peut avoir sur notre équilibre, mental, finalement? Parce que c'est vrai qu'on va avoir plus facile à allumer une TV Tout à fait. heu, ou toutes sortes de divertissements, médiatiques, sur les écrans et cetera. Mais est-ce que quel effet ça peut finalement avoir sur nous? Bénéfique, négatif? Je enfin voilà, ça je pose vraiment la Mmh. question. Tout à fait. Alors ça, c'est un gros débat. Je vais essayer d'être OK. très simple. Donc alors, ça ne veut pas dire que ce que je veux dire, c'est: «Il faut en fait supprimer tous les écrans dans sa Ouais, vie, plus vous êtes jamais», anti-écran? non, hein, non, D'accord. mais quand même, quand même, Mais quand même, ah OK, vous le dites quand je même, veux OK. dire je veux dire, même si effectivement donc aller tout dans sa juste mesure, Mmh. ça c'est pas une mauvaise chose, quand même la tendance actuelle, en fait, en termes d'écran est très problématique. Je m'explique. OK. En fait, donc les écrans, c'est clair, ça crée une addiction. Donc ça, il y a OK. pas de débat là-dessus. Donc les écrans génèrent une addiction. Mais surtout, en fait, les écrans actuellement, c'est-à-dire, c'est pas la même chose regarder un film à la télévision Mmh. que en fait, scroller sur Instagram. Quelle est OK, la non, différence? ça c'est sûr. Qu'effectivement, donc pour les films, donc notre attention est soutenue pendant 1h30, 2 heures. C'est une activité passive, mais je vais dire que voilà, donc l'attention est fixée sur seulement un stimuli, on va le dire comme ça. On voit l'histoire, on retient effectivement ce qui se passe, tandis que les fait de scroller, par exemple, donc au niveau des réseaux, etc., en fait, c'est une hyperstimulation parce qu'en fait, on passe d'une histoire à une autre, à une autre, à une autre, que donc du coup, en fait, donc elles ne sont pas interconnectées. Ça va très vite, c'est juste quelques secondes, voilà, donc d'une à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui hyperstimule notre cerveau. Et alors, quel est le problème? Que déjà génère une addiction, des 2 effectivement, donc ça va générer de l'épuisement. Donc en fait, c'est un cercle vicieux parce que les personnes, en fait, qui sont déjà un peu épuisées me disent: Mmh. «Ah, en fait, la seule chose que je peux faire, c'est scroller parce que finalement, c'est comme que ça me demande pas beaucoup de ressources» et c'est un piège Mmh. énorme parce qu'au plus on scrolle, au plus ça nous épuise et donc du coup, en fait, on est dans un cercle vicieux infernal parce qu'à nouveau, ça nourrit, en fait, comme je vous disais maintenant au début, en fait, cette manière de «s'éparpiller» entre guillemets au niveau de la pensée. Donc les personnes qui peuvent déjà avoir une tendance, c'est ça, donc à ruminer, donc à ces côtés rationnels, la charge mentale. Qu'est-ce qui se passe qu'on est épuisé mentalement? Donc, bien sûr que c'est très tentant, en fait, donc c'est le loisir plus passif, mais à nouveau, qui passe effectivement donc d'une chose à l'autre vite, qu'on ne doit pas réfléchir, entre guillemets. Mais malheureusement, en termes de processus cognitifs, en fait, on éparpille l'attention tout le temps, en fait, donc d'une chose à l'autre, c'est qui va encore consommer plus de ressources et encore plus nous épuiser après, même si on ne les réalise pas en fait sur les moments, en plus du côté addictif. Donc là, je veux pas dire que, en fait, l'idée serait être contre, en fait, donc les écrans. Donc je vais Mmh. dire, il y a des gens qui je vais dire, qui jouent aux jeux vidéo, et ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose ou un mauvais loisir, mais du moment que c'est quelque chose, en fait, où, à nouveau, l'attention ne s'éparpille pas, donc pas comme les scrolling, voilà, Ouais, et quelque OK. chose évidemment qui dure pas non plus
tout un après-midi, mais comme on recommanderait aussi, je vais dire, à pas jouer la guitare tout un après-midi parce qu'à un moment donné, peut-être qu'effectivement, donc ça nous consomme du temps pour autre chose. Mais bon, Bien bref, sûr. c'est vrai que dans les cas des écrans, encore plus pour ces côtés effectivement qui peut avoir un risque de dérive un tout petit peu plus addictif. Mais surtout actuellement, je vais dire, voilà, par rapport au fait que ça va très vite, en fait, donc d'une stimulation à une autre. Donc, du coup, pour revenir à loisirs, en fait, plus passif versus plus actif, voilà, la recommandation sera toujours effectivement de faire les minimums d'écran, en fait, et que si un loisir actif nous demande en fait beaucoup de ressources qu'on n'a pas, disons par exemple loisir actif, mais en termes par exemple de lecture, et qu'on Mhm. s'est dit, je peux être un peu fatigué, faisons les tricots. Donc quelque chose que je vais dire par les côtés manuels et un peu automatisé. En fait, à un moment Ouais, donné, ouais. on n'a pas l'impression non plus que ça consomme beaucoup d'énergie, mais c'est quand même quelque chose d'actif alors qu'on peut faire versus effectivement les côtés plus passifs au niveau des écrans. Et s'il faut choisir un passif au niveau des écrans, alors à ce moment-là, je dirais plutôt c'est ça, donc quelque chose de l'ordre du film, quelque chose un peu plus longue durée, donc épisode, voilà, mais moins tout ce qui est lié en fait au réseau en termes de voilà de scrolling ou de switcher des petits jeux d'un à l'autre. Donc ça serait vraiment à éviter quoi. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est un peu ce que je lisais par rapport aussi au fait de la concentration, même chez les enfants. Du coup, ça leur Oui, rend le problématique de se concentrer et de se focaliser sur une chose qui peut paraître plus long. Surtout que, en réalité, un enfant, je lisais que s'embêter pour un enfant, c'est très important en fait pour oui, son développement justement de cette créativité et du fait de son développement. Ce qu'on aurait actuellement, ben, en tant qu'adulte, hein, même moi, dès qu'on s'ennuie, on a tendance à prendre les écrans pour combler mmh, entre guillemets «le vide». Mais c'est vrai que ça nous fait passer notamment ça nous aide pas, mais en plus ça nous fait passer aussi à côté de beaucoup de choses. On est moins observateur du contexte, parce que parfois dans le tram, on scrolle, des choses, mais on oui, loupe toute une série de choses qui peuvent nous nourrir tout à dans fait. notre créativité et notre expérience de vie. Oui, c'est très intéressant, hein. Je pense que c'est un sujet qui mérite vraiment, un Oui, débat, tout beaucoup à plus long fait. parce que, beh, moi personnellement, voilà, je travaille dans la vidéo et donc ça implique que je suis fort sur des écrans à ce moment-là parce que, maintenant tout se fait via, média, digital et donc, il faut passer par ce média-là, c'est obligé. Évidemment, vous Exact l'avez dit, c'est surtout le contenu qui va changer, en réalité, l'effet que ça peut avoir sur nous. OK. exactement. Et et du coup, moi, j'ai une question parce que, voilà, personnellement, je suis fan de jeux de société. Je sais que c'est un peu étrange, mais Mmh. les adultes, il y a des Très adultes qui bien. aiment ça. Il y en a beaucoup dans le monde même, hein. Je cherche pas à me justifier, mais et donc c'était marrant parce qu'il y avait un festival, récemment et j'entendais qu'il disait il y avait un stand notamment sur les dangers du jeu. Alors, OK. ça m'a posé la question parce que c'était un peu ça paraissait un peu, loufoque, des adultes qui font des jeux de société comme si ça pouvait être un danger. Mais en Mmh. réalité, bon voilà, on comprend du jeu d'argent sans doute et ce genre de choses-là où il y a Mmh. le danger. Mais à partir de quand finalement, quelque chose qui nous passionne et qui peut devenir finalement une obsession devient dangereux, en tant que tel? Oui. Parce que ça peut arriver. Je lisais notamment dans la description Mmh. de votre, comment on dit? De votre description de votre Oui. savoir-faire, et qu'il y avait notamment le travail par rapport à l'addiction des médias, enfin Oui. justement de ce Les qu'on jeux vient de parler. pathologiques, là. Voilà, jeux vidéo et cetera ou même, finalement l'addiction aux jeux, parce qu'aux jeux d'argent et à d'autres jeux. Donc finalement, ça peut prendre toutes sortes de formes. À quel moment Tout c'est à un fait. danger finalement? Et ça peut devenir un danger. C'est quoi la limite? C'est bien de le faire, mais à quel moment c'est négatif de le faire? Parce qu'il y a toujours C'est un ça. juste équilibre évidemment. Exactement et c'est précisément par rapport à ça où je pense que vous avez la clé. Donc c'est la notion de juste équilibre. Donc je vais OK. dire, en fait, le jeu va devenir problématique du moment où on va parler d'addiction ou du moment où on va parler d'obsession. Donc ça peut être OK. 2 versants différents. Alors donc quand on parle d'addiction, ça va être effectivement le fait de ne pas pouvoir s'en passer, donc cette en fait, chute comme ça, donc d'adrénaline, donc Mmh. et ça peut être pour de jeux, pas d'argent ou de Ouais. jeux d'argent. Donc voilà, OK. c'est clair que quand il s'agit des jeux d'argent, il y a encore une double stimulation, hein, donc qui les rend Ouais, ouais, effectivement ouais. addictifs. Mais je vais dire, ça peut être effectivement, je vais dire, donc qu'il n'y ait pas, je veux dire, d'argent au milieu de l'histoire, mais que
quand même, effectivement, donc il y a ces côtés, je peux pas, en fait, m'en passer, donc de ça. OK. D'ailleurs, un peu comme on disait pour les écrans en mode scrollage, que donc du coup, il y a des personnes qui disent: «Je peux pas m'empêcher, en fait». Donc Ah il y non, a comment c'est très dur, hein, c'est très, très dur, hein, donc même, mmh, ouais. voilà. Tout à fait. Et là, par exemple, on parle de quelque chose où c'est pas l'argent, mais quand même qui peut être, je veux dire, de type des petits jeux ou voilà, auxquels là, en fait, on a du mal à s'en passer. Par exemple, je sais pas, Candy Crush ou je sais pas, même si je pense qu'il y a des formules de paiement, je pense, il y avait des formules de paiement pour ça, mais soit. Mais quelque chose où, en fait, je veux dire, c'est des choses qui peuvent être addictives, même s'il y a pas d'argent au milieu. Mais bon, bref. Là, on parlerait plutôt effectivement d'un côté que le problème serait quand ça devient une addiction. C'est-à-dire, c'est ça, on peut pas, en fait, s'empêcher de le faire, Mmh. que donc du coup, on a du mal à avoir plaisir par d'autres sources que ces jeux-là. Donc du OK. coup, ça serait vraiment la limite pour dire: «OK, donc là, on parle effectivement donc de jeux pathologiques». Donc quelque chose Mmh. où effectivement donc voilà, donc devient un problème à santé mentale. Après, il y a les versants obsession. Même s'il y a pas les OK. côtés, je veux dire, addiction en termes d'adrénaline, que c'est la seule source de plaisir, ces jeux, voilà. Il y a les côtés effectivement s'obséder. Par exemple, tiens, si j'attends pas en fait, donc comme collection, en fait, donc tout ça, donc du coup, j'ai du mal à pouvoir passer à autre chose, donc ça génère une anxiété, Mmh. un mal-être ou par exemple, si on revenait au perfectionnisme pour jouer la musique ou voilà, si à un moment donné on s'est dit: «Ah non, c'est pas un bon résultat, donc du coup je m'acharne, donc parce que je suis pas satisfait, parce que Mmh. c'est pas bien, parce que» c'est là qu'on dirait: «Attention» parce que donc du coup à ces niveaux-là, ça devient problématique, donc soit par addiction, soit par obsession. Donc c'est quelque chose qui peut expliquer effectivement donc un problème de santé mentale. Et donc du coup le jeu de société, donc juste mesure. Donc si à un moment donné, je veux dire, c'est quelque chose que on obtenait plaisir que par ça, que donc du coup on faisait pas autre chose, hein, donc on serait dans ces cas de figure. Les codes d'obsession, pour être honnête, donc les jeux de société, je les vois moins dans ces cas de figure que, par exemple, tout ce qui est voilà, je vous rassure. Plutôt Ça va, qu'effectivement les jeux d'écran, donc argent ou les côtés, c'est ça, à nouveau, hyperstimulation comme Candy Crush, voilà. Donc les jeux de mmh. société, a priori, bon, ça il y a de tout, hein, dans les jeux de société, mais c'est quelque chose de plus posé quand même, soit parce qu'il y a une stratégie à suivre, il y a certaines règles, Puis il faut donc d'autres quelque chose joueurs. Du coup, oui, ça complique vachement la la tout donne. à fait, tout à fait et en termes de Forcément. stimulation, il y a pas cette hyperstimulation à nouveau comme on peut obtenir, via des jeux d'écran ou autres, donc là, je vous dirais que je le sens plus safe, bon comme tout, hein, donc Non, mais je prenais équilibrons les choses, mais ouais, je mmh, prenais ça comme exemple, hein, mais c'est vrai que, oui, bon, ici, l'objectif du podcast, c'est finalement favoriser ce genre de hobby qu'on peut avoir de manière oui, évidemment très équilibrée. C'est ça qu'on dit, il faut pas que mmh, ça devienne obsessionnel. Mais ça, en général, ça va être plutôt les autres qui vont nous le mmh, faire remarquer parce que personnellement, c'est toujours difficile quand on aime quelque chose, de mesurer. oui, C'est toujours difficile d'avoir du recul sur soi, sur ça. mmh, OK, mais ça c'est bah, voilà, c'est hyper intéressant de voir la notion dans lequel ça peut devenir, négatif ouais, parce que bon, c'est une réalité, hein, on le voit bien maintenant avec, les écrans, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile. Mais vous avez parlé de mmh, l'aspect collection, c'est marrant parce que je voyais aussi mmh, effectivement les achats qui peuvent être compulsifs finalement, oui, obsessionnels. tout à fait. Et c'est ce qui a dans le domaine du jeu de société, par exemple, c'est ce qu'on ça, je constate beaucoup. Beaucoup ont découvert ça à partir du covid, hein, forcément. Mmh Mais après, quand j'écoute d'autres podcasts et cetera qui oui, parlent, ils parlent de collections de jeux, mais énormes et mmh du coup, je me rends compte que c'est pas une ou 2 personnes, c'est beaucoup oui, qui vont avoir cette volonté de collectionner, des milliers de choses. Finalement, en réalité, on sait même plus y jouer parce que, on n'a plus le temps de faire tout tout à ça. fait. Donc ça devient finalement, bah, négatif parce que on Oui, va peut-être, dépenser des ressources qui sont nécessaires à d'autres choses, à notre famille et cetera, pour mmh, un loisir, ou quelque chose d'obsessionnel, quoi. tout à fait. OK. Oui. J'ai une dernière question. Mmh Est-ce que vous avez une passion ou un loisir ou un hobby ou quelque chose de particulier qui vous fait du bien, vous personnellement? Enfin, vous n'êtes pas ouais, obligé de répondre si vous voulez pas, hein, mais je me dis, c'était quand même l'occasion de poser la question. bien sûr, mais écoutez, bonne question, parce que moi, j'étais toujours dans les profils plus rationnels, en fait. Ah! Ben voilà, c'est Donc intéressant. Moi, je suis l'inverse, donc voilà.
Mais c'est clair que donc, du coup, moi, toujours, en fait, quand même depuis petite, moi, c'était les chants. Donc, quelque Ah, chose ok. que j'aimais beaucoup, sans réaliser que ça pouvait être un loisir, voilà, parce que je chantonnais par-ci, par-là, toujours en faisant la Ouais, piscine, ouais, en tac, tac, tac. Et donc, du coup, après, bon, bien sûr, c'est comme une espèce de loisir, alors, même si ouais. on ne Ouais. consacre pas tout le temps, voilà. Mais sinon, au-delà de ça, donc, j'étais toujours plutôt dans les profils plus rationnels. Donc, c'était toujours la lecture, voilà. Donc, à ce type Mais plutôt c'est un loisir aussi, la lecture en de soi, loisirs. quand on... Oui, tout à fait. Mais sinon, dernièrement, donc alors, effectivement, par rapport à ces côtés, bon, en plus, hein, les psychologues, on ne peut pas être les cordonniers les plus mal chaussés. Hein, donc, voilà, donc c'est Ouais, important d'avoir effectivement ces côtés, voilà, un peu plus manuels, ouais. sortir un peu effectivement donc, du quotidien qu'en plus, on est censé effectivement écouter beaucoup de personnes la journée, Mmh, donc avec beaucoup de problématiques. Donc, pour pouvoir mmh, vraiment déconnecter, s'abstraire un tout petit peu plus rationnellement, émotionnellement de tout ça. Donc, je ouais. me suis mise à la couture. Ah, Et ça, waouh, excellent! voilà. Donc, ça, c'est Ah, mais c'est vraiment chouette. mon loisir vraiment du moment qui me passionne en termes de que voilà, je vois pas les heures filer, donc avec un Oh, cadre bien super. délimité quand même, hein, parce que sinon moi-même c'est Ouais, je comprends. difficilement à pouvoir les mettre. Mais quelque chose où en effet, donc en tout cas moi de mon côté, je vois que par effectivement donc cet hobby donc de la couture, donc c'est quelque chose où voilà, je déconnecte, donc je rumine pas donc aux choses de Mmh. la journée, ou même si c'est pas des ruminations, c'est juste effectivement de dépenser. Donc c'est une manière de pouvoir déconnecter plus, de se reconnecter à soi, de pouvoir effectivement en fait à nouveau sortir d'un peu ce train-train de vie quotidien où on Mmh. court dans tous les sens. Donc c'est un moment pour voilà, donc se poser, donc à faire des choses à nouveau par les manuels, donc qui aide à déconnecter de tout ça. Donc là, franchement, pour expérience propre aussi, en plus de juste théorique, c'est quelque chose qu'en effet, donc ce type d'activités tout à fait sont tout à fait recommandables, et que voilà, avoir un loisir qui nous sort aussi un tout petit peu, voilà, donc du travail, du quotidien, les contraintes, voilà, c'est quelque chose qui peut faire que du bien en fait. Bah, c'est vraiment l'objectif du podcast, hein, du coup, de faire un peu l'apologie de ça et de promouvoir aux personnes de tester différentes choses parce que bah, moi, je l'ai vu autour de moi. Moi, j'ai l'inverse, c'est-à-dire que moi, Mhm. j'aime toucher à tout. Ouais, Et ça a été toujours mon problème parce que du coup, finalement, toucher à tout, c'est ne rien, c'est pas être expert en quelque chose. oui, Et bon, il n'y a rien à faire actuellement. On a envie d'expert dans un domaine ouais, donné. On n'a tout pas à envie fait. de touche à tout. Enfin, je veux dire, d'un point de vue très rationnel, c'est pas Oui, rentable d'être comme ça. c'est ça. Et donc, du coup, bon, voilà, il faut toujours faire des choix. Et puis surtout, ben, c'est impossible de tout découvrir, hein. Et donc Ouais, voilà, c'était une manière aussi d'extérioriser cette envie de tout à découvrir fait. toutes choses, d'en discuter avec d'autres personnes. Mais je vous remercie vraiment pour ce petit moment passé, cette discussion finalement. J'ai appris pas mal de choses, c'est très intéressant au point de vue des différents profils. Ça serait intéressant de vraiment aussi mettre le doigt sur les différents types de profils qui existent Mhm. dans les Oui, personnalités différentes. Mais je vais faire mes recherches, c'est très intéressant. Merci super. beaucoup pour le temps Compris. que vous m'avez accordé et c'était très agréable. Vous revenez quand vous voulez, hein. Voilà. Super, merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode que vous avez pu voir aujourd'hui, la discussion avec Judith à propos de la psychologie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même TikTok. Et n'hésitez pas non plus à venir suivre les autres épisodes, les prochains épisodes qui sortiront toujours les derniers vendredis du mois sur la plateforme de YouTube ou de Spotify. N'hésitez pas à rajouter des commentaires sur ce que vous voudriez avoir ou vous aimeriez entendre comme sujet que nous allons développer. Et à très bientôt dans le prochain épisode de Décapsule Podcast.